Bonsoir à tous et bienvenue dans nos émissions dédiées à votre orientation, les Job Guessers. Vous connaissez maintenant le principe puisqu'on en est à la 6e édition. Toutes les semaines, le mercredi de 18 à 19 heures, nous invitons des jeunes lycéens ou jeunes étudiants à dialoguer avec deux professionnels sur une thématique en particulier. Cette fois-ci, c'est un peu exceptionnel car nous n'avons pas deux mais trois jeunes et on n'a pas seulement un seul thème mais deux. Donc, durant toute l'émission, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. Une équipe de modérateurs sera là pour répondre en direct à toutes vos interrogations et sélectionnera les questions les plus percutantes, les plus récurrentes pour être posées en fin d'émission à nos deux intervenants. On va commencer tout de suite par présenter nos trois jeunes, à commencer par Rémi, je t'en prie. Du coup, je m'appelle Rémi, je suis étudiant au lycée du Parc en terminale et en spécialité, j'ai maths et SVT. Ok. Voilà. Eugénie. Moi, je m'appelle Eugénie, j'ai 19 ans et j'effectue un double cursus en licence de droit et en classe préparatoire à l'Institution des Chartreux. Ok. Et Et Felipe. du coup, pour me présenter, je m'appelle Felipe, je suis en terminale du coup général avec les spécialités HLP et SES. Parfait. Merci à tous les trois. Alors vous deux, les intervenants, je vous laisserai vous présenter un petit peu plus tard, puisque bien sûr le principe de l'émission en première partie, c'est à travers un jeu de questions-réponses, à ce que les trois jeunes avec moi essayent de trouver votre métier. Mais avant tout, donc comme je l'expliquais, la thématique de ce soir, c'est le management et l'ARH. En fait, ce sont des mots un petit peu valises qui peuvent recouvrer pas mal de réalités différentes. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'être un manager ou travailler dans le management? Idem pour les ressources humaines, comment s'y former, quel avenir pour ces métiers? Bref, toutes ces questions, nous allons les aborder ce soir avec nos deux intervenants. On a d'abord Alexandre Lecomte. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous. Et Emmanuel Charles. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'être avec nous aussi. On va commencer directement par ce petit jeu de questions-réponses. Je vous laisse peut-être commencer avec d'abord Alexandre, et puis ensuite on verra avec Emmanuel. Peut-être Rémi, est-ce que tu as une première question pour essayer de trouver leur job? Peut-être Alexandre, du coup, votre secteur est plutôt un secteur de passion ou une carrière, non, ou un secteur avec des opportunités pour une carrière? Alors, je dirais qu'il y a un petit peu des deux, à la fois de la passion, mais aussi des opportunités. D'accord. Allez-y, il n'y a pas d'ordre. Hein, si, Moi, j'ai une question au niveau des matières que vous préférez au lycée. C'était lesquelles? Alors, pour ma part, c'est vrai que c'était beaucoup des matières scientifiques, donc plutôt sur la partie baccalauréat S, mais c'était pas forcément ce qui m'a aidé à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc peut-être dans votre métier, qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il y a peut-être une, on va dire une espèce de demande internationale qui se fait dans le déroulement de votre métier? Excusez-moi, alors là, j'ai pas bien entendu. Je vais peut-être me bouger du micro. Est-ce qu'il y a une demande internationale au sein de votre métier? Est-ce qu'il y a des échanges internationaux directement? Pour ma part, non, mais ça peut être le cas. Avez-vous fait plutôt des études courtes ou longues? Bon, je dirais plutôt longue, mais tout dépend du point de vue. Vous travaillez plutôt en équipe ou plutôt seul? Type, hein. Mais je peux être amené à travailler en autonomie. Et majoritairement en équipe quand même. Est-ce que votre métier, est-ce qu'il apporte des besoins, on va dire, assez importants au sein de la société, ou c'est plus des besoins, on va dire, vraiment privés sur des entreprises vraiment spécifiques? C'est une très bonne question. Je dirais plutôt pour les entreprises spécifiques, hein. Aussi, pourquoi ce métier? Pourquoi avoir choisi de faire ça? Je suis désolé, mais je crois que ma connexion internet c'est pas très stable malheureusement, je sais pas pourquoi. Mais est-ce que vous pouvez juste répéter? Oui, oui. Pourquoi avoir choisi de faire ce métier en particulier? Alors plutôt par je dirais des opportunités qui ont fait que je suis arrivé sur ce métier auquel je n'avais pas forcément pensé initialement. Quelles sont les qualités essentielles pour exercer votre métier? Je dirais qu'il y a en premier la persévérance, également une bonne qualité d'écoute, notamment l'écoute active,
une bonne communication et de savoir analyser les situations. Vous nous avez dit que vous étiez parti sur un bac S, mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, qui vous a fait que votre métier actuel n'a pas de, on va dire, de coordination avec votre bac actuel? Alors, sans dévoiler ce que je fais, du coup, ça va être compliqué. Ah, oui. Mais disons que j'ai poursuivi une carrière plutôt scientifique avant d'opter pour un aspect, je dirais, plutôt double compétence. Et donc, en recherchant au fur et à mesure de mes études, je suis tombé sur justement une filière qui me permettait à la fois d'avoir cette partie scientifique dont j'avais de l'appétence et une seconde partie qui était, je dirais, davantage orientée sur du management. Alors c'est peut-être l'occasion justement de passer à un des premiers indices. Il s'agit en fait de la définition qu'on a trouvée sur Google pour définir justement, Alexandre, votre poste, en charge de guider et de suivre des projets pour le compte de son entreprise et au profit de son portefeuille de clients, à qui il va vendre des produits ou des services. Je sais pas si ça va vraiment vous aider à trouver leur job. Rémi, est-ce que tu avais quelque chose qui te venait à l'idée pour essayer de deviner un peu quel était son job? Bah, peut-être sur quel projet vous travaillez actuellement, peut-être? Sur quel? Projet. Ah, alors une multitude de projets. On reste sur une dimension scientifique, mais je dirais que je suis amené à gérer plusieurs projets à la fois sur l'ensemble de la France métropolitaine. D'accord. Est-ce que vous avez encore quelques questions ou vous voulez qu'on passe tout de suite à Bah, essayer de trouver? Je voudrais savoir sur quel domaine scientifique vous, on va dire pas vous spécialisez, mais sur lequel vous travaillez actuellement. Alors c'est très orienté sur les sciences du vivant, donc c'est très général les sciences du vivant, mais je dirais plutôt sur des aspects biologie moléculaire, cellulaire, de la cancérologie par exemple. Alors, fort de toutes ces réponses, est-ce que vous avez une petite idée de ce vers quoi Alexandre peut travailler? Management. Ouais, c'est déjà un bon début, effectivement. Non, mais personnellement, je dirais qu'il va dans le management, mais qu'il travaille directement avec une entreprise qui est liée à la pharmaceutique. Mhm. Un laboratoire. Donc peut-être plus un laboratoire et qui a besoin de faire sa publicité. Donc moi, l'entreprise qui vient en tête, ça sera peut-être Biomérieux. Qui a quand même Au-delà lien. même de l'entreprise, vraiment la nature de son poste Bah, en fait. Du coup, la nature de son poste, ça serait plus un peu sur la... Peut-être, vu que c'est l'organisation de projet, j'irais un peu plus sur... Il y aurait peut-être un petit aspect de communication, mais je suis pas vraiment sûr. Bon, Eugénie, t'as quelque chose en tête? Bah non, mis à part travailler dans un labo pharmaceutique ou... Ouais, non. Rémi? Peut-être manager d'une équipe en recherche, du coup, dans tout ce qui est dans le milieu pharmaceutique. Alexandre, je vous laisse présenter l'intitulé exact de votre poste, s'il vous plaît. Oui, alors je suis ingénieur d'affaires. Bon, bah 0 point pour tous les trois, hein, désolé. On viendra un petit peu plus tard. Quand même. Ouais, c'est vrai. On viendra un petit peu plus tard sur une définition précise de ce que c'est qu'un un ingénieur d'affaires, pardon, et plus précisément chez vous exactement en quoi ça consiste. Maintenant, on va passer avec Emmanuel, même concept. Je vous invite à poser des questions de but en blanc, comme ça, hein, vraiment ce qui vous vient pour essayer de trouver son domaine d'intervention, son poste, sachant que lui, puisqu'Alexandre est plus dans le domaine management, Emmanuel est plus dans le domaine RH. Rémi? Vous avez plutôt un métier de bureau ou de terrain? C'est quand même un métier plutôt orienté bureau. Mais il y a quand même une partie de mon métier qui est orientée un peu terrain. D'accord. Est-ce que vous avez appris votre métier directement en école ou Sur le terrain? sur le terrain? Un peu des deux, ça veut dire que pour pas trop en dévoiler, j'ai fait de l'alternance. J'ai fait de l'alternance, donc l'école a contribué à où j'arrive aujourd'hui, tout en ayant fait du terrain en même temps, pour apprendre et faire mes armes. Est-ce que vous êtes plus sur un secteur vraiment de passion ou c'est plus quelque chose qui vous est arrivé comme ça, c'était l'opportunité pour vous et vous y lancez directement? Quand vous dites secteur, vous parlez de secteur d'activité de l'entreprise ou secteur en termes de métier? On va dire plutôt secteur de métier d'abord, je pense. Oui, c'est quand même un secteur de passion, mine de rien. Il faut aimer ce qu'on fait.
Et c'est un secteur utile à l'entreprise. Mais quelle serait la meilleure qualité à avoir pour avoir votre métier? Alors, une qualité, c'est compliqué d'en sortir une, mais il y en a peut-être deux ou trois que je vais ressortir. C'est la flexibilité, ce qui est important, la discrétion, c'est-à-dire c'est un métier où on est amené à avoir de la confidentialité, pardon, et un métier où il faut être, j'ai envie de dire, un peu polyvalent. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? L'interaction avec les collègues, de manière globale, ou des prestataires externes. Et du coup, est-ce que par exemple vos missions quotidiennes elles sont plutôt variées ou elles sont assez répétitives au sein de votre poste? Bon, elles sont quand même assez variées, ça va. Et est-ce que la sociabilité est quelque chose d'important dans votre métier ou pas tant que ça? Et c'est un plus quand même. Ça veut dire que c'est pas forcément. On va pas vous éliminer parce que vous n'êtes pas sociable, mais c'est quand même un critère important dans ce métier. Quelles seraient les matières un peu les plus importantes qui vous ont permis d'arriver, enfin, c'est-à-dire Bah, à l'image d'Alexandre, je pense que ça va pas forcément beaucoup vous aider parce que pour pas en dire trop, moi quand j'étais à l'école plus jeune, mes matières préférées étaient les mathématiques, l'histoire ou le sport. Voilà. Chose que je ne pratique pas aujourd'hui. Il est peut-être temps justement de déclarer donc l'indice qui là aussi aide peut-être, on va voir, à trouver son poste. Là aussi, une définition qu'on a trouvée sur Google, hein, donc très classique. Définir la stratégie de l'entreprise en fonction des principes globaux définis par la direction générale, puis de piloter sa réalisation. Ce cadre est à la tête de l'une des fonctions support les plus importantes de l'entreprise. Bien dit. C'est Google. Est-ce que ça vous inspire? Pas tant que ça, mais du coup, un cadre dans les ressources humaines censé gérer un peu tout ce qui est travail d'équipe, etc. Eugénie, est-ce que tu as une idée? je sais pas si c'est dans les RH, mais directeur général. Directeur en général, ok. Et Je dirais plus Philippe? sur chef de projet, quelque chose comme ça. Chef de projet. Emmanuel, je vous laisse nous dévoiler votre poste exact. Alors, je suis responsable RH, pour le coup, responsable RH / HRBP. Donc, RH Business Partner et responsable RH. Voilà. Ok, parfait. Merci. Alors du coup, maintenant qu'on a essayé, bon, on a foiré, mais tant pis, on a essayé de trouver vos postes. Je voulais vous demander à tous les trois, en fait, qu'est-ce que ça vous évoquait? Reprenons, puisqu'on vient de finir avec Emmanuel, reprenons avec lui encore. Qu'est-ce que ça vous inspire, les ressources humaines, en fait? Pour vous, c'est quoi ce terme? Bah, pour moi, ressources humaines, c'est un peu tout ce qui est gestion de différents profils dans l'entreprise, essayer de gérer quel profil va être bon dans quel côté de l'entreprise et lequel ne va l'être un peu moins. Ok. Toi, Eugénie, t'imagines quoi quand on parle RH, ressources humaines? Moi, c'est surtout une filière qu'on trouve vraiment dans l'entreprise et c'est tout ce qui est licenciement et embauche des personnes. Ok. Et toi, Felipe, t'as quelque chose en tête? Pour moi, c'est un peu la même idée que Génie, c'est vraiment l'idée de justement de gérer les postes au sein de l'entreprise et de pouvoir savoir qui on peut garder ou pas selon on va dire les revenus exacts de l'entreprise, si on a les capacités pour garder nos employés. Ok. Emmanuel, je peux vous laisser rebondir par rapport à ça et nous expliquer un peu ce que c'est que les RH au sens général du terme et après on viendra précisément sur votre poste. Ok. Alors, il y a un peu de vrai et un peu de faux. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une partie entrée-sortie. Mais notre but, c'est surtout de faire vivre les collaborateurs au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que les personnes arrivent chez nous, ou sont déjà chez nous, parce que moi, j'arrive après. Et le but, c'est qu'ils puissent vivre convenablement. Ça veut dire établir leurs compétences au quotidien. Pourquoi pas, pour certains, évoluer aussi, parce qu'il y a aussi une partie formation aussi. Et aussi, le gros travail aussi, c'est d'accompagner, comme ce qui a été dit, généralement la direction pour piloter la stratégie de l'entreprise. Voilà. Ok. Après, On parlera plus en détail effectivement de votre poste. Même question avec Alexandre, donc lui il est ingénieur d'affaires et travaille vraiment plus dans la branche management. Si je vous dis management, ça vous évoque quoi tous les trois? Première chose qui vous vient à l'idée, même si c'est un cliché, hein, mais... Superviser les équipes.
Ouais. J'aurais Voilà. dit pareil. C'est vraiment de la supervision d'équipe, c'est comme ça que vous le concevez. Un peu créer une stratégie lorsque l'équipe a un problème et l'aider à la réaliser. Ok. Alexandre, vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail le management, ce qu'il faut entendre par là? Tout à fait. Alors, en fin de compte, c'est plutôt davantage, en tout cas pour ma part, une dimension commerciale, c'est-à-dire de mettre en place des prestations de services, de réfléchir à la stratégie commerciale, de suivre les consultants qui sont en mission et de pouvoir manager chacun d'entre eux sur les projets sur lesquels ils participent. Ok, très bien. Alors du coup, par rapport à vous, Alexandre, vous dites vous êtes ingénieur d'affaires, ça veut dire que vous avez un diplôme d'ingénieur, pardon. Alors, j'ai effectivement un master, mais disons qu'ingénieur d'affaires, c'est plutôt un titre qu'un Ouais. diplôme. Euh, du coup, là, Laurent, vous voulez que je vous présente peut-être simplement une partie de mon parcours Bah, je pense que ou... c'est l'occasion déjà d'expliquer ingénieur d'affaires, parce qu'évidemment, en préparant l'émission, quand on a posé cette question à des jeunes, quand ils entendent ingénieur d'affaires, ils entendent ingénieur, donc école d'ingénieur, donc prépa ou prépa intégrée. Est-ce que déjà pour vous c'est le cas? Alors, pas du tout. Non, Ah, ouais. j'ai plutôt fait un MBA en management et en biotechnologie à Ionis STM, qui est vraiment une école de double compétence qui permet de développer à la fois des expertises sur l'aspect management, Mhm. mais en même temps sur d'autres thématiques qu'après chaque étudiant peut opter en fonction de ses appétences. Donc pour ma part, c'était plutôt les biotechnologies, puisque évidemment mon parcours initial était scientifique. Très bien. Et du coup, vous avez fait tout ça d'une traite, en fait. Vous avez fait vos 5 années d'études en une seule fois. Vous n'avez pas fait une coupure entre la licence et le master. Alors, en quelque sorte, la coupure s'est plutôt fait avant, Ok. c'est-à-dire que je suis parti plutôt sur un BTS en analyse de biologie médicale, où là j'étais vraiment dans le secteur scientifique pur, pour après revenir sur une licence et d'enchaîner effectivement ensuite sur le master. Très bien. Et ce qui vous intéressait, c'était de bosser dans les sciences ou dans le management? Dans les sciences au départ. D'accord. Et pourquoi le management, du coup, c'est quelque chose qui s'est présenté à vous par opportunité, comme on disait tout à l'heure, ou finalement, au fil de vos études, vous vous êtes dit, tiens, je suis fait pour ça me plairait bien. Déjà, d'une part, j'aime bien les interactions avec les autres et effectivement, dans le côté scientifique, j'aurais été amené à être peut-être trop seul, j'ai envie de dire, si je compare par exemple à ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et il y a eu plutôt une dimension d'opportunité ici aussi, puisque je recherchais justement un cursus qui change, moins scolaire, plus dans une dimension d'apprentissage par projet, ce que j'ai trouvé du coup avec Ionis STM. Et finalement, après, de fil en aiguille, ça m'a permis d'affiner un peu plus mon projet professionnel. Et aujourd'hui, concrètement, vous managez des équipes, Des consultants, des consultants, plutôt. pardon. Ouais, plutôt des consultants, effectivement, puisque je suis en charge de différents périmètres en France. Mhm. Et sur les projets dont je m'occupe, eh bien, effectivement, je suis amené à manager ces scientifiques-là, de les suivre en prestation et de m'assurer que eh bien, la prestation qui est sollicitée par nos clients est bien effectuée. D'accord. Et ça veut dire que pour manager des professionnels, vous êtes obligé de maîtriser leur domaine d'expertise à eux aussi? Alors, non, pas spécialement. Ouais. Spécialement, puisque la dimension de management ne nécessite pas, en tout cas pour mon métier, d'avoir cette connaissance scientifique, mais elle est souhaitable, puisque c'est un environnement scientifique, c'est quand même toujours idéal pour soi d'avoir une bonne compréhension de ce que font nos collaborateurs. Donc c'est à la fois de l'humain et quand même des bases académiques très fortes pour pouvoir justement interagir presque avec un degré d'égalité avec vos collaborateurs. Effectivement, c'est ça. Et aussi pour comprendre les besoins de nos clients, puisque on est amené à répondre à une prestation, et donc il faut que celle-ci soit vraiment bien ciblée par rapport à ce qu'ils recherchent. Très bien. Vous trois, en fait, sur le plateau, quand on vous parle de manager, quel que soit le domaine, vous pensiez que c'était quelque chose qui était beaucoup plus lié à l'humain, la relation humaine de personne à personne, ou au contraire, c'était plus une histoire de stature,
j'ai plus d'expérience que toi, j'ai plus de diplômes que toi dans ce domaine-là, donc naturellement je suis manager. Vous l'envisagiez comment ça? Pour moi, c'était vraiment plus le côté humain, c'est pas forcément avoir plus de diplômes ou plus d'expérience. C'était vraiment avoir une bonne qualité d'échange social, quoi, et bien réussir à gérer une équipe. Eugénie, toi tu c'est l'imaginais la même pareil? chose. Ouais. Ouais. Non, moi j'étais plus sur un côté en disant que être manager c'était vraiment le côté on a beaucoup plus d'expérience, enfin on n'a pas forcément plus, mais on a une qualité justement plus directe que les autres collègues, ce qui nous fait, on va dire, ressortir du lot et nous permet d'avoir un poste, on va dire, un peu plus supérieur par rapport aux autres et de pouvoir les digérer parce que il y a cette, on va dire, expérience qui fait qu'on peut Cette mieux légitimité, ouais. Ouais, voilà, il y a vraiment une légitimité à faire ce poste, on va dire, un peu plus. Mhm. Alexandre, vous confirmez en fait que c'est un peu plus de l'humain ou un peu plus de cette légitimité due à l'expérience qui fait que on est manager ou qu'on est un bon manager? Ah bah, totalement, effectivement, je confirme. C'est pas forcément parce qu'on a fait de grandes études et qu'on a peut-être expérimenté beaucoup de management qu'on est forcément un bon manager. Parce que je reste à penser qu'en tout cas, la première qualité reste d'être vraiment dans l'humain, d'être dans l'écoute de l'autre. Et ça permet aussi de prendre de bonnes décisions pour tout le monde. Ok. Moi j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une façon très masculine et très féminine de manager? Est-ce qu'une manager féminin c'est toujours très différent? C'est une très bonne question. Pour ma part, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt à l'échelle individuelle, Oui. en fonction de la personnalité de chacun, où on arrivera à mieux manager ou bien d'opter pour une méthode ou une autre. Mais en réalité, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises méthodes tant que on est à l'écoute de ses collaborateurs. Ok, très bien. Du coup, on va passer un petit peu avec Emmanuel, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Par rapport à votre parcours, vous, dès le départ, vous avez fait des études dans les ressources humaines, dès la première année. Pas du tout. Ah, Pas du racontez-nous. tout. Parcours assez atypique dans le sens où je peux aller sur mon parcours. Bien sûr. Après le bac, en fait, je me suis orienté sur un BTS comptable. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, j'ai une appétence pour les maths et cliché, on est bon en maths, on va en compta. Pas forcément. Donc j'ai fait un BTS comptable. J'ai ensuite enseigné sur un DCG en comptabilité. Donc la particularité du DCG, c'est que c'est 2 ans après le BTS. Donc j'ai effectué mon DCG, donc je l'ai fait en alternance. Et après coup, je me suis rendu compte que je ne me voyais pas travailler en comptabilité. Parce que il manquait un peu d'interaction avec l'humain. Et moi, je suis quelqu'un voilà, qui adore interagir, j'adore discuter et échanger. Et je me suis renseigné et je me suis dit, pourquoi pas les ressources humaines, ça cochait pas mal de cases, justement. Recrutement, formation, paye, pas mal de choses que j'aimais à l'intérieur. Donc c'est là où j'ai avancé avec l'ISGRH sur un master en ressources humaines en alternance. Et j'ai fait mes 2 ans de master avec l'ISGRH et j'ai avancé en tant qu'RH. On voit au bout de chemin. Et donc vous, dans le mot ressources humaines, ce qui vous a motivé, c'est le mot humain, quoi. C'est ça. Parce que souvent on dit quand même dans les gens qui... Alors vous êtes un peu trop jeunes tous les trois sur le plateau pour avoir travaillé trop longtemps, mais en général on dit quand même dans les boîtes, les RH sont des lames, hein, ce sont vraiment des couperets très précis, très procéduriers. Et vous au contraire, vous nous dites que non, c'est au contraire quelque chose qui est plus humain, plus dans l'écoute. Oui, c'est le but. Surtout ces dernières années, on met beaucoup l'accent sur l'humain. L'exemple de la structure où je suis aujourd'hui, on m'a recruté justement pour apporter cette dimension humaine, justement. Il y a la partie procédure aussi, avec à côté une dimension humaine, très importante. Très bien. Alors du coup, on l'a pas encore dit, mais les RH, en fait, il y a 3 grands secteurs normalement qui sont enseignés dans les études et après que vous êtes censé retrouver dans votre boulot. C'est le recrutement, c'est la gestion des carrières et c'est les licenciements ou en tout cas les fins de carrière. Vous, techniquement, vous vous occupez d'un secteur en particulier, des 3? J'ai commencé dans les RH, j'ai commencé par le recrutement dans un premier temps. Puis après, j'ai eu la chance de m'orienter sur un poste un peu plus généraliste, donc qui touchait un peu à tout, en fait, à tous ces aspects-là. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui m'a donné, en fait, j'adore le côté polyvalent et aujourd'hui, je touche un peu à tous ces aspects-là. Ok. Tout à l'heure, en préparant l'émission, justement avec Eugénie qui est avec nous, elle est étudiante en droit et elle nous disait qu'elle était éventuellement intéressée pour bifurquer à un moment ou à un autre dans les ressources humaines. Est-ce que la notion de légal, de droit, de juridique est super importante dans votre poste?
C'est un plus parce que ben, moi, par exemple, dans mon métier, comme je dis, je suis responsable RH, mais je suis aussi business partenaire, aussi RH business partenaire. Et par exemple, je vous donne un exemple bateau, mais mon salarié est en arrêt, combien de temps il a pour m'envoyer un arrêt? Donc c'est Ouais. du légal. Mon salarié va se marier, combien de jours de congé a-t-il le droit de prendre, par exemple? Voilà, c'est pas mal de. Là, je parle vraiment sur des Oui, banalités, mais ça oui. peut aller plus loin sur des licenciements aussi. Et oui, oui, l'aspect légal est un plus dans ce métier. C'est un plus. Et du coup, toi, Eugénie, t'es étudiante en deuxième année hein, de Ouais, droit. on les On imagine. vous apprend déjà un petit peu le droit du travail ou pas du tout? Oui, ça fait partie c'est une matière au troisième semestre. Ok. Donc, ouais. Et du coup, si t'étais intéressé par les RH, c'était parce que... C'est parce que j'avais hésité à l'origine entre faire une licence de droit ou une classe préparatoire pour préparer les grandes écoles de commerce. Et comme ça faisait depuis que j'étais toute petite que je voulais faire du droit, je me suis dit, et que j'étais pas très douée pour les maths, je me suis dit, bon, je fais du droit et puis on a la possibilité de rentrer par les admissions parallèles en école de commerce en troisième année. Et donc, il faut passer le Taj-Maj, il y a des tests de langue à passer et en fait, on peut rentrer en parallèle en école de commerce. Et donc, c'est une idée pour un master. Enfin, je garde ça en tête, quoi. Donc, Ok. Bon. Du coup, Emmanuel, vous en pensez quoi? Ça pourrait être un parcours intéressant pour rentrer dans les RH? Oui, ça va encore, bah, c'est tout à fait cohérent avec les ressources humaines. Donc oui, il y a de fortes possibilités d'avancer là-dedans. Ok. Moi, je me posais beaucoup la question par rapport à le métier même de ressources humaines, parce qu'en fait, notamment le recrutement a été beaucoup délégué à des sociétés externalisées, où maintenant on a des employés qui passent leur journée sur LinkedIn, Indeed ou Mhm. autre pour trouver des candidats, et puis vous, derrière, vous n'avez qu'à, entre guillemets, qu'à faire passer les entretiens à des gens qui ont été déjà présélectionnés. La gestion des carrières a été aussi beaucoup déléguée aux managers. Est-ce que dans les RH aujourd'hui, il y a encore ces pôles recrutement et gestion de carrière où finalement on ne s'occupe plus que de la dernière partie, c'est-à-dire les fins de carrière, les licenciements, départs à la retraite, départs volontaires et tout ça? Non, au contraire, on travaille toujours dessus et en collaboration justement avec les managers. Par exemple, je vais vous donner un exemple de ma journée d'aujourd'hui. Mhm, Aujourd'hui, j'ai fait la présentation des EI. Donc ça veut dire que l'année dernière, les managers ont effectué des entretiens individuels à mhm, leurs collaborateurs. À l'issue de ces entretiens, il faut mettre potentiellement des formations en place, donc des formations en place pour que les salariés montent en compétences. Donc je me suis posé avec certains managers. Voilà, dans tes équipes, tu as tel salarié qui a voulu faire des formations en anglais, sur des formations techniques, sur des formations produits. Et faut voir la potentielle mise en place. Donc, sur les montées en compétences, sur la gestion de carrière, on accompagne énormément les managers. Notre rôle est de les accompagner là-dessus, parce que ok, eux doivent se concentrer sur leur métier, oui, leur métier. très bien. Et donc vous, Alexandre, aussi, vous faites ça, c'est-à-dire que vous essayez effectivement de gérer un petit peu les carrières de vos collaborateurs? Alors effectivement, je suis amené à interagir avec eux à ce sujet, mais c'est vrai que la partie RH est complètement déléguée justement au service RH. Mhm. Après, on peut justement, via les interactions qu'on peut avoir avec nos collaborateurs, remonter des informations au service RH, et après, on délègue vraiment cette partie-là à leur service. Ouais. C'est vraiment une histoire de culture d'entreprise. En fait, en fonction de telle ou telle entreprise, ça se passera différemment. C'est ça, Oui, complètement. Justement, effectivement. en parlant de STEM, de culture d'entreprise, moi j'avais une question, c'est qui se charge, selon vous deux, de délivrer la culture d'entreprise? Est-ce que c'est les managers qui sont au contact direct et quotidien avec les employés, ou est-ce que c'est plutôt les gens des ressources humaines? Emmanuel, vous voulez répondre Ouais, avant? allez, je vais commencer. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, on a aussi un rôle de piloter la stratégie. Oui. Et généralement, on va dire que le directeur, comment ça se passe dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, on définit une charte managériale par Mm. exemple, et nous, on est garant d'animer cette charte au quotidien de l'entreprise. Voilà, pour faire simple. Ok. Et vous, Alexandre, ça se passe comment? Est-ce que c'est à vous qu'est indu le poste de trouver la bonne culture, enfin la bonne façon de faire passer la culture d'entreprise? Alors oui, davantage parce que justement, je suis en collaboration directe avec nos scientifiques. D'accord. Donc ça signifie qu'il faut vraiment leur permettre aussi d'avoir une bonne vision de ce que l'on propose, d'accéder aussi à nos valeurs et surtout de les inclure dans cette culture d'entreprise. Et c'est vrai que le service RH, en tout cas en ce qui concerne Innovarium,
est davantage en retrait sur cette partie-là. Alors, ils y participent également, évidemment, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est davantage donc moi et mes collègues sur la partie développement en tant qu'ingénieur d'affaires. Très bien. Est-ce que tous les trois, vous aviez peut-être une question ou essayé de faire rebondir par rapport à ce qui avait déjà été dit? Pas vraiment, c'était Non. clair. Vraiment, c'est Bon, clair. bah si on est clair, c'est déjà très bien. C'est très très bien. Moi, j'avais une question qui nous a été remontée pour l'instant par un internaute, c'est en ce qui concerne la communication interne, peut-être que Felipe, ça t'intéressera parce que tu nous disais que tu voulais bosser éventuellement dans ce genre de secteur. La communication interne, ça rentre dans le spectre des RH? Oui et non. Ça veut dire qu'il y a la communication interne pour des informations, c'est-à-dire, tiens, un tel salarié est arrivé chez nous. Donc oui, là, c'est de l'ordre des RH. Après, il y en a aussi, en fonction des entreprises, ça dépend des entreprises. Bien sûr. Généralement, il y a des fois le service marketing ou communication qui peut être en appui ou garant de la communication. Mais c'est vraiment propre à chaque entreprise, pour le coup. D'accord. Mais du coup, vous, dans vos formations, on vous a quand même formé à ça, à parler en public lors des relations presse ou au sein d'une AG dans votre entreprise? Ça fait Oui, oui, partie oui, quand même de on a vos fait, fonctions. on a fait pas mal de choses là-dessus. Par exemple, pour vous donner un exemple, pendant ma formation de master en RH, on a un intervenant qui est venu à 2 reprises pour nous faire parler en public. On faisait des jeux d'acteurs dans la salle de cours pendant toute l'après-midi pour nous forcer à prendre confiance à parler en public. Dans notre posture, dans notre gestuelle, dans notre façon de parler, dans notre intonation de voix. Le body Voilà, ça a language. été- C'est ça. Très bien. Et du coup, même question pour Alexandre, en fait, en tant que manager, vous êtes amené bien sûr à parler quotidiennement avec vos collaborateurs. La communication interne, en fait, c'est quelque chose que vous vous appropriez vous-même ou au contraire vous la déléguez? Alors, la communication interne au sens large, c'est-à-dire la transmission des informations entre les collaborateurs sur des décisions, par exemple, prises par l'entreprise ou l'organisation d'événements, c'est entièrement délégué justement au service RH. Très bien. Bon, bah c'est dit. Une autre question qui a été beaucoup posée, en fait, c'était la question du bien-être au travail. Qui s'intéresse à ça entre le manager et le responsable RH? C'est pareil, c'est de la collaboration. C'est-à-dire que généralement, des fois, il y a par exemple le directeur ou les directeurs qui parlent là-dessus. Ça peut être aussi, ça peut venir aussi du grand patron qui va diffuser aussi bien au travail. Mm. Les RH aussi, étant donné qu'on est en collaboration quotidienne avec les collaborateurs de l'entreprise, on peut aussi remonter des éléments qui vont permettre de mettre en œuvre le bien-être au travail. Donc, c'est vraiment une collaboration qui va, on va dire, des hautes têtes de l'entreprise, entre guillemets, à nous, les ressources humaines. Très bien. J'avais une question personnellement que j'avais envie de vous poser depuis le début, c'est à vous deux, hein. Qu'est-ce qui fait un bon manager et qu'est-ce qui fait un bon DRH? Peut-être avec vous, Alexandre, en premier? Un bon manager, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ses collaborateurs, qui arrive aussi à prendre des décisions qui parfois peuvent ne pas forcément être dans le sens de ses collaborateurs, mais pour le bien-être, en tout cas d'un projet. C'est quelqu'un qui va savoir aussi anticiper, Mm. parce faut savoir anticiper justement les éventuels problèmes et qui va être en mesure bien d'apporter des solutions concrètes justement à ces problèmes. Ok. Et vous, Emmanuel, en tant que DRH, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon manager? Là, je suis totalement d'accord avec Alexandre sur pas mal de points, hein, souvent, sur l'écoute, sur l'anticipation. Nous, ce qui peut se greffer à nos métiers, c'est aussi de la flexibilité aussi, qui est assez importante. Puis il y a aussi une capacité aussi à prendre des décisions aussi, hein. Comme a dit Alexandre aussi, dans le métier, on est amené des fois à prendre des décisions qui sont pas forcément faciles, mais qu'il faut faire pour le bien de l'entreprise. Donc, Alors ça, c'est justement quelque chose que je voulais beaucoup aborder avec vous, notamment avec vous, Emmanuel, c'est en termes de périmètre de vos fonctions. Beaucoup de gens estiment en fait que, notamment lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles, des plans sociaux ou quoi que ce soit, beaucoup de gens estiment en fait que ce sont les DRH qui choisissent. Alors que très souvent, ça n'est pas le cas en fait. C'est la direction qui décide et c'est vous qui êtes là généralement, pour communiquer dessus. On est bien d'accord? c'est tout à fait ça, oui. Ça vous arrive quand même malgré tout de participer à ces décisions lorsque, bon, parlons de quelque chose qui est un peu triste évidemment, un licenciement de masse, hein, en vague, vous contribuez, vous, à travers différents rapports, à définir qui va être sélectionné, j'allais dire?
Bah, je peux parler dans une précédente expérience, Ouais. pas dans l'entreprise où je suis actuellement, mais on a eu le cas pour une des entreprises avec lesquelles je travaillais, on a eu un licenciement économique. Et généralement, bah, ça venait des directeurs directement, mais on avait pour objectif de repêcher 2 salariés. Et généralement, ils avaient déjà leur plan en tête, mais s'appuyaient sur nous pour demander notre avis. On avait un rôle de consultation, pour le coup. D'accord, Et en fonction de ce qu'on disait, bah, on nous écoutait ou non. Voilà. très bien. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à mentionner? Vous avez peut-être envie qu'on reprenne quelque chose en particulier, une notion? Bah, moi j'ai une petite question Allez, juste, Rémi, sur vos deux vas-y. métiers du coup. C'est quoi la chose la plus difficile que vous avez au quotidien? Pour moi ou Alexandre? Les deux, Oui, c'est pour ce que les j'allais deux. poser la même Ah question. bah pour les deux, allez-y, hein. Pour les deux. Alexandre, peut-être en premier, la partie la plus difficile de votre poste? Euh, je dirais que j'ai pas eu de vraie décision vraiment difficile à mon sens à prendre. Euh, enfin, je dirais si je devais vraiment y repenser, il y en a une effectivement, mais qui est, je dirais, très étroitement liée aussi à l'aspect RH. C'est-à-dire à savoir quand il y a un collaborateur qui eh bien, ne fait pas l'affaire sur un projet et que cela devient répétitif, effectivement, à un moment donné, il faut savoir prendre une décision, remonter l'information et il faut qu'il y ait des décisions de prise collectivement pour savoir eh bien, est-ce qu'on continue ou non avec cette personne. Donc je sais que forcément, mon retour a un impact direct sur quelqu'un derrière. Ok, très bien. Et vous, Emmanuel, la chose la plus difficile, enfin l'expérience la plus ardue que vous ayez eu à mener? Bah justement, en parlant du licenciement économique, bah, comme j'expliquais, on a dû faire un licenciement économique dans une ancienne structure. Donc on a dû licencier 5 à 6 personnes. Et j'ai dû licencier par exemple quelqu'un qui était... Ça s'est passé pendant le Covid, hein, pour vous dire ça, c'était en 2020. Et j'ai dû licencier une dame qui était en entreprise depuis 91, donc ça faisait presque 30 ans. Donc moi qui suis pas bien vieux, ça m'a fait bien bizarre d'annoncer à quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis 30 ans, qui doit partir, quoi. Voilà. Et du coup, quand c'est comme ça, en fait, on essaye d'être le plus dans l'humain possible ou au contraire, comme je disais Oui. tout à l'heure, d'être une lame avec des arguments très précis, sachant que, encore une fois, vous n'êtes pas le seul décisionnaire, vous n'êtes là que pour, entre guillemets, l'annoncer. Ah, en tant qu'RH, on est obligé de garder quand même une posture entreprise, donc ça Ouais. veut dire que c'est pas facile, parce que bah, c'est pas de mon caractère premier, mais je dois rester quand même froid, mais tout en apportant le côté humain. Ça veut dire que j'essaie de ressortir le positif de ce qui arrive, quoi. Hmm. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais Non. faut essayer. Ok, très bien. Moi, j'avais une petite question par rapport à Alexandre. Pour vous, est-ce qu'il y a un âge minimum pour être un manager? Parce que vous nous disiez beaucoup, c'est dans l'humain, il faut savoir être dans l'écoute et en même temps avoir une espèce de fluide naturel de l'autorité, parce qu'il faut quand même se faire respecter par ses équipes. Mais est-ce qu'on peut être un bon manager dès l'âge de 20-22 ans? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, Laurent. Est-ce que vous pouvez... Je vous demandais s'il y avait un âge minimum selon vous pour être un bon manager, pour avoir à la fois l'autorité nécessaire et tout simplement ce fluide de l'autorité. Est-ce qu'on peut être un bon manager? Est-ce qu'on peut driver une équipe dès l'âge de 21-22 ans? J'estime que oui. Ouais. Après, comme on m'a toujours dit, il faut savoir faire preuve en fait d'assertivité. Et je pense que c'est la base de tout. On peut être directif, mais sans être agressif. Mhm. Et c'est pour parfois il y a une différence, enfin je dirais même pas une différence, mais plutôt une incompréhension justement sur ce point-là, où bah, certaines personnes peuvent percevoir ça comme de l'agression, alors qu'il s'agit simplement bah, de l'assertivité, de savoir donner la ligne directrice, mais avec les formes. Très Je bien. pense que c'est valable aussi sur la partie RH, je pense, d'avoir cet aspect assertif, et c'est valable aussi dans tout métier, et y compris aussi dans la vie personnelle. Mhm, c'est vrai. Assertif, tout le monde sait ce que c'est? Ouais, ok, très bien. Une autre question qui nous a été beaucoup posée pour vous, Alexandre. Alors, c'est peut-être un peu technique, on n'est pas là pour faire un cours, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce que c'est que le micromanagement? Ce que c'est Le micromanagement. alors, Je vous pose une colle peut-être. Là, j'admets que je vais pêcher sur cette question. Emmanuel, peut-être est-ce que vous pourriez nous aider?
Voilà, je pourrais pas sauver mon soldat. Non. Je pourrais pas sauver mon camarade. Alors, Il ne veut pas m'aventurer bon, sur quelque nos chose. modérateurs du coup répondront plus profondément à ce que c'est exactement le micromanagement. Une question pour vous aussi, Emmanuel, en fait, qui nous a été beaucoup posée. Est-ce que c'est très différent, pardon, de recruter un cadre d'un employé de type ouvrier qualifié? Oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, pour le coup, c'est pas les mêmes procédés en termes de recrutement. C'est-à-dire que, pour rentrer un peu dans le détail, généralement, un ouvrier employé, sans être péjoratif, selon les fonctions, bien sûr, on Oui. peut recruter assez facilement, genre par nous-mêmes, par nos propres moyens. Un cadre, généralement, c'est un peu plus compliqué. C'est des recrutements plus longs aussi, parce qu'il y a des préavis aussi plus longs. Donc, c'est une autre façon de recruter. Très bien. Une autre question. Alors ça, vous n'y échapperez pas tous les deux, à chaque fois on y a droit. La question des premiers salaires. Quand on bosse dans la RH ou dans le management, en fait, est-ce que les salaires sont globalement bons? Pour ma part, je dirais que oui. Alors, surtout que moi j'ai une dimension, par exemple, commerciale. Oui. Donc c'est vrai que même si la partie fixe n'est pas forcément la plus intéressante, dans un package global, effectivement, c'est globalement bon et on peut avoir des variables qui sont déplafonnées et tourner en moyenne autour de 60-70 cas par an. Ok. Et vous, Emmanuel, en RH, est-ce que les salaires sont attractifs? Ça dépend de la perception des gens, mais en soi, c'est quand même correct. Donc, quand on ressort d'un master RH, on peut se débrouiller avec quelque chose de quand même correct. Après, pour compléter, ce qui est bien, c'est que nous, on peut commencer par exemple par un salaire peut paraître bas par rapport à d'autres filières, mais l'évolution peut être rapide. Alors justement, c'était ma prochaine question. En fait, quand on est en RH, est-ce qu'on peut évoluer? Parce que finalement, en général, ce sont des départements qui sont plutôt petits. Bon, bah, vous êtes RH, après vous êtes DRH. Qu'est-ce qu'on peut être au-dessus de DRH? Ça dépend, il y a des personnes, alors par exemple, chez moi, bah, j'ai une DRH au-dessus de moi qui est membre du COMEX, par exemple. D'accord. Donc c'est DRH, mais plus orienté stratégie. Ça veut dire qu'elle est plus là pour aider le directeur, le DG, le président, ou DG, les deux, ils font à piloter l'entreprise au quotidien, quoi. Mhm. Donc les orientations qu'il peut avoir aussi. J'ai connu par le passé aussi un ancien DRH qui est devenu DG aussi. Donc, mais généralement, oui, c'est vrai qu'on est DRH, bah, compliqué Ouais, on a d'évoluer. atteint un palier, quoi, effectivement. C'est ça. Mm. Une question pour tous les deux également. Est-ce que l'alternance, c'est vraiment le bon plan pour appréhender en fait les études? Alors pour Emmanuel, les ressources humaines et pour Alexandre, le management. Alexandre, peut-être commencer, je vous en prie. Non, j'ai pas bien compris toute la question, je suis désolé. Est-ce que vous recommanderiez par exemple de faire des études de management en alternance? Oui, complètement. Oui, moi c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Et c'est vrai que ça permet d'avoir quand même déjà un premier pas dans l'entreprise, parce qu'on a souvent des différences entre ce qu'on peut voir à l'école et ce qu'on apprend vraiment sur le terrain. Ça permet de valoriser de l'expérience, d'avoir aussi sans doute un emploi derrière à la fin des études. Donc il y a pas mal d'avantages. Je pense que aussi bien pour les candidats que pour les entreprises. Donc moi je recommande totalement, et je dirais même, quel que soit le secteur, je pense que l'alternance est une bonne chose. Ok. Et pour vous, Emmanuel, est-ce que vous recommanderiez l'alternance pour apprendre les RH? Ouais, tout à fait, je suis totalement d'accord avec Alexandre. Donc oui, moi pour le coup, bah, pour avoir fait aussi de l'alternance, c'est l'expérience qui est valorisable et ça augmente l'employabilité. Oui. Moi par exemple, les 2 années d'alternance que j'ai pu faire durant mon master en RH ont été valorisées pour avancer par la suite. Donc, Très bien. c'est un plus. Ok. On avait aussi une question, peut-être plus pour vous aussi, Alexandre. Comment une école peut nous apprendre à devenir un manager? Comment est-ce qu'on apprend à manager? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a en fait d'inné? Alors c'est une très bonne question. Ah, bah oui, on a des bonnes questions sur Internet, oui. Il y a sans doute un aspect, je dirais, inné de par ses compétences intrapersonnelles, hein. Sa personnalité. Donc déjà, il faut avoir de l'appétence pour ça. Après, effectivement, comment les écoles le font? Alors, je vais plutôt parler uniquement de Ionis System, parce que c'est celle que je connais. L'avantage, c'est qu'on était comme je l'avais dit tout à l'heure, dans une dimension d'apprentissage par projet. Donc, c'est-à-dire qu'on était amené à former des groupes de 3, 4 ou 5 personnes.
pour répondre à des thématiques données. Les thématiques étaient souvent très proches de projets qu'il pouvait y avoir en entreprise, donc c'était relativement du concret. On avait aussi des intervenants professionnels, donc les projets étaient aussi basés sur leurs propres expériences. Et dans cette démarche-là, on était amené du coup à parfois choisir un chef de projet, un chef de produit, et donc de s'attribuer, je dirais, des rôles et d'intervenir comme tel. Donc ça a permis finalement d'apprendre aussi à manager, par exemple, et de voir finalement qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, de se remettre en question sur des projets qui n'ont peut-être pas fonctionné. Et donc, indirectement, l'école, ou directement dans leur volonté, finalement, permet d'apprendre cet aspect management. Très bien. Du coup, on arrive à la toute fin de la dernière partie de l'émission. Est-ce que vous trois, vous voudriez un peu relever quelque chose? En gros, qu'est-ce que vous avez appris là? Vous avez appris quelque chose déjà? Moi déjà, j'avais une dernière question. C'est si vous avez un conseil à donner un peu plus pour Alexandre, si vous avez un conseil à donner à un jeune de mon âge en terminale qui veut devenir manager, lequel ça serait? Je dirais, d'une part, de suivre votre intuition, déjà d'une part sur le choix de la filière, parce que le management c'est très général, mais on peut faire du management dans plein de domaines, et c'est vraiment de choisir un domaine sur lequel vous sentez vibrer, d'abord, et évidemment je pourrais que recommander l'école où j'ai été, puisque dans ce contexte-là, il n'y a pas énormément d'écoles qui font cet apprentissage, je dirais, par projet. Alors c'était de plus en plus courant. Donc, je recommanderais idéalement de trouver une école, en tout cas de ce type, pour avoir peut-être plus de concret, de la théorie, mais moins et davantage de pratique. Et bien sûr, opter pour l'alternance qui permet de valoriser ses expériences pendant vos études. Ok. Parfait. Eugénie, Felipe, est-ce que vous avez envie de revenir sur quelque chose en particulier? Quelque chose qui vous a marqué pendant l'émission, que vous ne saviez peut-être pas, ou au contraire qui a conforté ce que vous pensiez déjà savoir? Moi personnellement j'avais vraiment une question, c'était au sein même de votre entreprise, par exemple si vous faites partie du RH ou du management, et que ça fait déjà plusieurs années que vous avez déjà été embauché et que vous avez vu plusieurs salariés arriver ou partir, est-ce qu'il y a aussi une difficulté à avoir, on va dire, un côté professionnel et un côté de vie privée à avoir avec les employés justement de l'entreprise? Parce que peut-être que c'est pas si facile que ça. Par exemple, si un jour vous devez annoncer à l'un de vos amis de votre entreprise qu'il est licencié, est-ce que c'est un point positif? C'est vrai que quand Négatif, on est dans les ça peut RH, c'est pas compliquer. facile de se faire des potes dans la Oui, boîte. voilà, déjà, c'est ça surtout. C'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, surtout que moi, de personnalité, pour le coup, je suis quelqu'un qui est très social, hein, pour le coup. Mais ça peut être facile, mais généralement, dans l'entreprise aussi, les personnes sont conscientes aussi de la fonction qu'on a. Bien Ça sûr. veut dire que quand malheureusement on doit fonctionner, les personnes nous en veulent pas trop parce que ils arrivent à dissocier aussi assez facilement notre rôle d'RH et notre rôle d'humain, tout simplement. Alexandre, vous aussi, vous avez parfois cette difficulté à faire ami-ami avec vos subalternes, vos collaborateurs, et en même temps, au moment de rentrer au bureau, vous n'êtes plus le pote, vous êtes le patron, pas le patron, le manager. Alors, pas du tout. Ah, C'est voilà. c'est vrai que on a quand même une grande proximité. Alors, peut-être du fait que justement, on essaye de beaucoup inclure nos scientifiques dans les projets internes de la société, et puis dans différents événements pour justement avoir je dirais, cette culture de team building, même si on n'est pas forcément dans les mêmes locaux, qu'on arrive à quand même avoir cette connexion. Et donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir quand même une connexion assez fluide. Alors je dirais pas ami-ami, puisque on reste quand même dans le contexte de l'entreprise, mais pas forcément toujours manager et collaborateur. Et justement, je trouve que c'est bien, ça permet de mettre sur un même pied d'égalité et de pouvoir tout simplement communiquer sans filtre parfois. Très bien. Eugénie, est-ce que tu avais envie de poser une dernière question? Non, ça va. Non, c'est bon, t'as tout compris, c'est tout? Nickel. Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être Emmanuel et Alexandre, je vous laisse avoir le petit mot de la fin pour donner envie peut-être de pousser la porte de vos deux écoles respectives, qui sont les écoles donc partenaires ce soir de nos émissions. On a l'ISGRH et l'Ionis STM.
Peut-être avec vous, Emmanuel, un petit mot de la fin pour convaincre d'aller bosser dans les RH. Bah, ce qui est bien, c'est que ISGRH propose l'alternance, justement, et c'est une bonne école pour se lancer. Ça veut dire qu'on est accompagné professionnellement parlant, parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, mais on est aussi accompagné scolairement avec un appui sur le monde de l'entreprise. Et on fait beaucoup de comparo Et ça, c'est aussi, important. donc pour le coup, je pense que faut foncer. Ouais. Alexandre, un petit mot de la fin? Tout à fait. Bah, je recommande en tout cas le CTM. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que d'avoir cette approche double compétence et dans plusieurs domaines. Il y a la biotechnologie, mais il y a aussi l'informatique, il y a la data science, il y a énormément de thématiques. Et donc je pense que c'est vraiment très bien pour pouvoir justement acquérir cette double compétence qui, en tout cas, est de plus en plus recherchée dans différents métiers. Donc je pense que ça peut être une bonne chose à faire. Et l'alternance est également possible. Donc évidemment, je dirais que c'est bénéfique pour tout le monde. Parfait. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir un peu éclairés sur ces secteurs et sur vos parcours respectifs. Merci Manuel, merci Alexandre. Merci à vous trois également d'avoir participé à l'émission. Merci à vous tous de nous regarder. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on vous en remercie. Et on vous dit à la semaine prochaine ou mercredi prochain à 18h. On aura la même émission cette fois-ci avec une toute nouvelle présentatrice, Gaëlle, qui vous présentera une émission sur le thème du digital. À la semaine prochaine et merci encore. Au revoir. Au revoir.